Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette session où on va parler plein emploi, comment atteindre le plein emploi. Merci de vous installer. Vous aurez la parole tout à l'heure, bien sûr, on aura des questions-réponses, donc surtout n'hésitez pas si vous avez envie de poser vos questions. On a un panel absolument de choix et on a la chance d'accueillir donc sur ce panel, eh bien, je vais vous les présenter tout d'abord Elena Stancanelli, vous êtes membre invité du Cercle des économistes, vous êtes professeur à Paris School of Economics et directrice de recherche au CNRS. À côté de vous, merci Monsieur le Ministre d'être parmi nous, on a Olivier Dussopt, ministre de l'Emploi, du Travail et de l'Insertion professionnelle. Merci d'être là. À côté de vous, Monsieur le Ministre Jean-François Copé, ancien ministre du Budget, avocat au barreau de Paris et maire de Meaux. Alain Roumillac est à côté de vous, vous êtes président de Manpower France. Nous avons ensuite le plaisir d'avoir parmi nous Tarak Chérif, vous êtes président de Connect, qui est une association patronale, donc confédération des entreprises citoyennes de Tunisie. Et enfin, next to me, thanks to be here, nous avons le plaisir de recevoir Inigo Fernandez de Mesa, il est président de l'Instituto des Estudios Económicos. Excusez-moi pour mon espagnol. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Alors, on va démarrer donc avec vous, Elena. On vous écoute. Alors, je vais juste dire quelques mots pour donner un petit regard général sur qu'est-ce que c'est que le plein emploi et quels sont les défis pour atteindre un plein emploi soutenable. Donc, si on prend les manuels d'économie, le plein emploi est défini comme une situation de chômage frictionnel, c'est-à-dire une situation où les chômeurs sont au chômage très peu de temps, juste le temps de chercher le job qui convient pour leur profil. En revanche, si on prend la définition du Bureau international du travail, l'accent est mis plutôt sur les taux de chômage. Donc il y aura un taux de chômage très faible qui va correspondre à une situation de plein emploi. Et ces taux de chômage de référence peuvent varier d'un pays à l'autre. Donc on va se baser sur la série historique du chômage dans chaque pays pour déduire quel est le taux de chômage de référence qui va nous dire on est en situation de plein emploi. Donc pour les cas de la France, ça peut très bien être la situation quasiment actuelle, donc 7-8% de taux de chômage correspond bien à une situation de plein emploi. Ceci dit, là, on ne s'occupe plus, ici l'accent n'est plus sur la composition du taux de chômage, mais plutôt sur les niveaux. Après, on peut avoir encore un autre aperçu et dire, mais on va regarder cela du côté de la demande de travail, du côté des entreprises, et on pourrait dire une situation de plein emploi est une situation où les entreprises ont des difficultés à embaucher. Parce que ça, c'est symptomatique du fait que tout le monde travaille déjà. Alors évidemment, là, on n'est pas en situation de plein emploi soutenable. Donc moi, je pense qu'il y a plusieurs autres définitions de plein emploi qui coexistent, j'en suis sûre. Mais à mon avis, c'est un marché du travail fluide, dynamique, où il y a un bon appariement entre les profils recherchés par les entreprises et les compétences de demandeurs d'emploi. Donc là, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire un peu partout dans le monde, dans le sens que les sociétés sont toujours en transformation. Surtout là, on a eu plusieurs années de Covid, on a eu du télétravail. Alors, est-ce que le télétravail va aider à dynamiser aussi les marchés de l'emploi? Mais surtout, apparemment, en ces moments, il y a des grosses difficultés de recrutement par les entreprises. Donc, voilà. Et aussi, les défis sont qu'est-ce que faire des chômeurs de longue durée, comment les accompagner davantage, quelles formations proposer et surtout se pencher sur les risques de tomber au chômage de longue durée. Donc éviter la succession de petits jobs après chômage de longue durée en fin de carrière par exemple. Comment est-ce qu'on peut faire pour remédier à tout ça? Donc il faut vraiment améliorer la compétitivité de l'enseignement, améliorer les liens entre les écoles, la formation et les entreprises, beaucoup plus de communication des deux côtés, parce que c'est aussi aux entreprises de comprendre qu'est-ce que cherchent les jeunes aujourd'hui, quels sont les jobs qui sont plus attirants. Et donc, je laisse la parole. Je vais juste dire encore, le dernier défi, c'est la segmentation du marché du travail. Donc, pour atteindre le plein emploi soutenable, il faut aussi un marché du travail dynamique, mobile. Il ne faut pas que les jobs soient dans un certain lieu et les chômeurs ailleurs, il n'y a pas de mobilité. Alors, est-ce qu'à nouveau, le télétravail peut être une réponse, peut-être au moins à un certain niveau? Et il y a beaucoup d'autres défis, donc je laisse la parole. Voilà.
Merci beaucoup Elena. On va poursuivre justement un premier tour de table. On va vous entendre tous sur cette question donc du plein emploi. Et puis après, je vous avais dit, vous pouvez participer alors de deux manières. Hein, vous savez, soit vous envoyez vos questions par Internet sur le site, soit avec un micro. On fera ça, on va dire, de manière un peu plus traditionnelle. Alors, Monsieur le Ministre, vos solutions, vous venez d'arriver, hein, donc on a envie de vous entendre parce qu'effectivement, on sait que atteindre le plein emploi, c'est quand même un objectif qui est pas forcément facile à réaliser. Bien, bonjour à toutes et à tous, d'abord très heureux de vous rejoindre. Effectivement, je viens d'arriver, comme vous venez de le dire, il y a quelques semaines que j'ai pris mes fonctions et je voudrais commencer par une première remarque qui concerne le titre même à la fois de l'atelier aujourd'hui et du ministère dont j'ai la charge aujourd'hui. On parle aujourd'hui d'un atelier qui s'intitule « Aller vers le plein emploi » et lorsque le président de la République et la première ministre ont choisi de me nommer ministre du Travail, ils m'ont aussi nommé ministre du Travail, non pas de l'emploi, mais du plein emploi. Ça peut paraître une remarque sémantique, mais c'est aussi significatif de la situation et de la période que nous connaissons. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, le seul fait de parler de plein emploi me paraissait totalement inabordable et impossible. Et aujourd'hui, nous connaissons une situation économique, malgré des inquiétudes, malgré un contexte géopolitique, qui se caractérise par une diminution du taux de chômage de manière continue depuis plusieurs années. Nous sommes autour de 7,3%, et Madame à l'instant disait que ça pouvait être vu comme le chômage structurel en France. Et donc cette perspective de plein emploi est redevenue une perspective possible. C'est en cela une première réponse et un premier objectif. 7%, c'est le chiffre qui vous convient ? Ça ne convient pas. L'objectif est plutôt à 5. Mais nous sommes à 7,3 alors que nous étions à 9 il y a 5 ans. Donc il faut toujours montrer ce qui permet d'avancer et montrer les progrès qui ont été faits. Mais je voudrais, après cette remarque, dire aussi deux choses. La première, c'est que ce plein emploi existe. S'il n'existe pas en France, il existe ailleurs. Et que les exemples, notamment scandinaves, ont inspiré un grand nombre des politiques, pas seulement à l'échelle d'un quinquennat, mais les quinquennats précédents, visant à la fois à fluidifier le marché du travail, à le rendre plus agile, à le sécuriser dans le sens où on l'a aussi rendu plus prévisible. Je pense notamment à des dispositions qui permettent d'avoir des barèmes en matière d'indemnisation et donc de rendre les choses plus prévisibles pour les acteurs. Et surtout à une forme de révolution dans le droit, puisque nous sommes passés progressivement d'une situation où nous protégions les métiers, nous protégions les postes, à une situation où nous protégeons les personnes, en attachant aux personnes des droits. C'est le cas par exemple du compte personnel de formation, qui est l'aboutissement, si je puis dire, ou en tout cas une étape supplémentaire après le DIF. Et c'est aussi le cas du projet de compte épargne-temps universel, avec l'objectif de donner aux personnes des droits à l'échelle d'une carrière et non pas à l'échelle du poste qu'ils occupent, pour sécuriser aussi leur mobilité et les faciliter. La deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que cet objectif de plein emploi n'est pas simplement un objectif politique ou une forme de lubie qui consisterait à dire que le bilan politique se mesurait à l'aune du plein emploi. C'est avant tout une condition, et c'est même une nécessité. Si nous voulons préserver le modèle social qui est le nôtre, et si nous voulons préserver les protections dont bénéficie l'ensemble des Français, on a vu dans les 2 dernières années qu'elles étaient importantes et qu'elles permettaient aussi une relance économique plus facile. Nous devons trouver des recettes, et nous devons éviter des dépenses inutiles. Et aujourd'hui, quand on regarde les dépenses passives et les dépenses actives liées à la question du chômage et au chômage qui subsiste, nous sommes autour de 160 milliards d'euros par an. Donc si nous allons vers le plein emploi, nous réalisons aussi une opération qui permet de financer notre modèle social, de résorber nos déficits et de supprimer des dépenses qui sont des dépenses d'accompagnement du chômage et non pas des dépenses de développement. Donc nous sommes dans cet état d'esprit-là et nous le sommes avec une volonté, peut-être de méthode, pour faire écho à ce que vous disiez à l'instant, qui est à la fois de mesurer un objectif en termes de taux de chômage, autour de 5%, mais aussi de mesurer un objectif de plein emploi en termes de taux d'activité et de taux d'emploi, puisque au travers de cette relance et de la création d'emplois que nous connaissons aujourd'hui, nous voyons revenir vers le marché du travail des hommes et des femmes qui en étaient suffisamment éloignés pour ne plus apparaître ni dans la population active, ni dans les demandeurs d'emploi, ni dans les personnes en activité. Et pourtant, on a encore beaucoup de pénuries aujourd'hui. Mais justement, ça explique aussi de main-d'œuvre. Ça explique aussi ces pénuries. Nous sommes sur un taux d'emploi aujourd'hui qui est à 68%. C'est le taux d'emploi le plus élevé depuis 1972. Et même pour les 15-25 ans, nous sommes sur un taux d'emploi qui est à 32,4 dans une période de vie où on est souvent en formation. C'est 3 points de plus qu'en 1991. Donc ça signifie qu'on ramène des hommes et des femmes vers l'emploi. Et avant de les ramener vers l'emploi, on les ramène vers la demande d'emploi, ce qui, pour certains d'entre eux, est déjà une démarche exigeante et qui montre le retour à une activité. On a 4 priorités, je m'arrêterai là. La première priorité très opérationnelle, c'est de continuer à professionnaliser les enseignements et à développer l'enseignement professionnel au sens le plus large. Ça passe par la réforme de la voie professionnelle à laquelle nous allons nous attaquer avec ma nouvelle ministre déléguée, Carole Grandjean, avec une première en termes d'organisation du gouvernement. C'est la première fois que l'enseignement professionnel, le lycée professionnel,
fait l'objet d'une double tutelle, celle bien évidemment du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi celle du ministère du Travail, puisque le président considère que la réussite de la réforme de la voie professionnelle ne peut pas se faire si les acteurs du travail au travers du ministère ne sont pas associés. Et donc ça va aussi impliquer que pour tous les chefs d'entreprise, il y a encore plus de participation à la gouvernance, y compris la définition des maquettes pédagogiques des lycées professionnels, territoire par territoire. Et puis le développement de l'apprentissage, mais c'est aujourd'hui un succès quantitatif et qualitatif, je n'y reviens pas. La deuxième priorité, c'est de travailler plus, tous plus, y compris pour répondre à des besoins économiques et des besoins de développement. J'aurai l'occasion de porter une réforme qui est, je sais, très attendue, celle des retraites. Donc on aura aussi cette occasion de discuter de ce que c'est que travailler plus collectivement, plus dans une vie, plus dans une société. La troisième, c'est de ramener vers l'emploi. Et c'est la réforme du RSA avec la volonté d'une contrepartie et d'une politique d'insertion qui permettent d'offrir une activité d'insertion à toutes et à tous, y compris en durcissant le système dès lors qu'on garantit l'inconditionnalité de l'accès à la prestation et donc de l'accès aux droits. Et puis enfin, il y a un travail et une priorité qui relève plus, pour ce qui me concerne, d'une forme de médiation et d'animation que d'action, puisque ça relève directement des partenaires sociaux. C'est la question de l'attractivité des conditions de travail, puisque dans une période de tension de recrutement qui est rappelée, soulignée par l'ensemble des organisations professionnelles, la question des conditions et de la qualité de vie au travail deviennent un des critères, non pas de recrutement, mais d'acceptation du recrutement et d'attractivité des filières. Et donc, il y a aussi beaucoup à faire, mais nous nous y attacherons dans le dialogue social, puisque ça relèvera d'autres partenaires que de l'État directement. Merci, Monsieur le Ministre. On va enchaîner avec vous, Jean-François Copé. Donc, merci pour... votre vision à vous du plein emploi. Vous aurez sûrement l'occasion après de répondre sans doute au ministre sur ses propositions, mais on vous écoute sur votre vision à vous. Non, mais d'abord, moi j'ai trouvé ce qu'avait dit Olivier Dussopt extrêmement intéressant. On n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment, il faut bien le dire, mais parmi les quelques-unes, il y en a une, c'est que le président de la République et la Première ministre est nommé comme ministre de l'Emploi et du plein emploi un ancien ministre du Budget. Je pense que ça, c'est une très très bonne nouvelle. J'ai moi-même exercé ces fonctions, on en parlait en aparté tout à l'heure. Et quand on est ministre du Budget, on passe sa vie à demander aux ministres dépensiers d'évaluer le coût de leurs dépenses. Donc, a priori, vous serez moins dépensé que les autres, peut-être. Et donc, inutile de vous dire que la perspective que Olivier Dussopt puisse dire à ses services, tiens, si on se disait que chaque fois qu'on utilise de l'euro public pour aider à l'emploi, on vérifie combien d'emplois on a créés, ce sera évidemment un petit changement quand même paramétrique important. Et j'ajoute à ça un deuxième élément, c'est que le résultat de ce premier quinquennat de M. Macron a été objectivement très bon en matière d'emploi. Il ne faut pas se mentir sur ces sujets où on passe sa vie à pleurer sur tout ce qui va mal. Le résultat obtenu grâce aux ordonnances Macron, qui sont d'ailleurs toutes des sens libéral au sens économique du terme, on a fait ce qu'il faut faire dans une économie moderne, c'est assouplir les conditions d'accès à l'emploi, assouplir les conditions d'embauche, baisser autant qu'on pouvait le faire les contraintes fiscales, sociales, et donc tout ça est plutôt une bonne chose. Sauf que là, on est aujourd'hui, compte tenu que tout cela s'est fait sur financement public, dans une situation qui est, à mon point de vue, un choix historique par rapport au plein emploi. Pourquoi ? Parce que la théorie du plein emploi, et vous l'avez rappelé, Madame, tout à l'heure, à juste titre, c'est une théorie qui, en fait, date d'avant la période où les aides au chômage étaient des aides non pas pour aider quelqu'un à s'en sortir pendant quelques mois avant de trouver un nouvel emploi, c'est devenu des aides structurelles. C'est-à-dire que vous avez des gens, malheureusement, qui pour toute une série de raisons perdent de l'argent s'ils reprennent un travail. Et donc ils restent dans la logique d'indemnisation. Ce qui est le plus grand tabou français. C'est-à-dire que personne n'en parle jamais. Les autres pays européens nous regardent un peu ébahis en se disant mais on ne comprend pas, les Français ne sont pas du tout contents, alors qu'en réalité ils ont un système de protection sociale unique au monde. Je rappelle au passage que pas un seul Français n'a payé pour un vaccin ni pour un test. Jamais. Et aujourd'hui, tout le monde pense en France qu'on est hyper malheureux. Donc on ne se rend plus compte de rien parce que personne ne remet tout ça en perspective. Et donc par rapport à ce qui a été évoqué à l'instant par Olivier Dussopt, je pense qu'en réalité, il y a un choix historique pour vous, pour le gouvernement. Je dis pour vous parce que pour toute une série de raisons, LR a considéré que ce n'était pas de son niveau d'y aller. Mais le vrai sujet du coup, c'est que vous avez devant vous un arbitrage extrêmement lourd, soit compte tenu du contexte où vous n'avez plus de marge budgétaire, puisque l'inflation est de retour, que les taux d'intérêt vont monter et que nous avons une équation budgétaire impossible, soit on continue d'être, et pardon, là c'est un peu l'ambiance quand même, dans une logique des fameux chèques, et donc sans contrepartie, on ne pourra plus payer,
Et on l'a encore vu avec toute une série d'augmentations de minima sociaux, d'aides en tout genre pour le pouvoir d'achat. Et dans ce cas, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Ou bien il y a une autre approche qui est celle que je pense vous devrez faire, et le plus tôt sera le mieux, dans le contexte que Olivier Dussopt a rappelé à l'instant, c'est de mettre les pieds dans le plat avec les Français, en disant, bien sûr, on va préserver un certain nombre d'aides, parce qu'il n'est pas question que les gens les plus modestes s'en sortent pas, il faut évidemment les accompagner, mais il y a une contrepartie. Et la contrepartie, c'est les réformes de structure de l'économie. Si on ne les fait pas, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Et ces réformes de structure, vous les avez rappelées, il y a l'apprentissage, il y a la question absolument incroyable de l'alternance, où aujourd'hui, je peux le dire en tant que maire, je collectionne le nombre de jeunes qui viennent me voir en me disant « il faut absolument une alternance, personne ne peut nous prendre en alternance dans notre secteur, on va perdre notre année d'études ». C'est naturellement le temps de travail, la retraite bien sûr, mais aussi les assouplissements nécessaires sur le temps de travail, parce que quand on a de l'inflation, si on augmente les salaires, il faut absolument produire plus. Sinon, on va créer une trappe à pauvreté épouvantable avec la spirale inflationniste. Et puis, troisième point, il faudra baisser les dépenses publiques inutiles. Dans ce domaine-là, on a un expert en la matière, mais il va falloir le faire. Parce que si on ne le fait pas, alors je pense que nous aurons la pire des équations à un moment où tous les autres pays européens sont en train de se mettre en ordre de bataille, à commencer par l'Allemagne. Et donc, on a, nous, des sujets extrêmement lourds et un choix historique à faire, pas dans les années qui viennent, dans les semaines qui viennent, parce qu'après, il sera trop tard. Merci beaucoup, Jean-François Copé. Alain Roumillac, on a envie de vous entendre en tant que président donc, de Manpower pour voir justement que vous êtes, on va dire en quelque sorte, aux avant-postes. Vous voyez ce qui se passe concrètement sur le terrain. Alors, racontez-nous justement comment vous vivez les choses aujourd'hui. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Oui, nous, on détache 100 000 personnes tous les jours chez 50 000 clients et on aide nos clients à recruter à peu près 50 000 personnes par an en CDI. Donc, on voit bien aujourd'hui cette difficulté. Beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à trouver les compétences dont elles ont besoin et qui parfois sont ralenties dans leur activité économique parce que, manquant de bras, elles décident de réduire leur activité. Et puis de l'autre côté, on a beaucoup de gens qui sont demandeurs d'emploi. Alors, dans les deux demandeurs d'emploi, il y en a quelque part deux catégories. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a évoqué Jean-François Copé, mais des gens qui font des arbitrages, partiels ou total, en disant, quelque part, il vaut mieux que je vive d'un certain nombre d'allocations plutôt que de travailler. Souvent plutôt partiel que total. Bon, ça c'est politique publique de répondre à cette demande et de faire surtout, bien sûr, en sorte que le travail continue à mieux payer pour que les arbitrages se fassent dans un autre sens. Et puis, vous avez une deuxième catégorie de personnes. Ces personnes-là, si vous ne les accompagnez pas, si vous ne les aidez pas, elles sont incapables, et il faut le reconnaître, que notre système, notre société fait qu'ils sont incapables de naviguer et de trouver leur voie. Ils ne savent pas sur quel secteur aller, ils ne savent pas éventuellement comment se former. Il y a pléthore d'acteurs dans le domaine de l'emploi. Donc peut-être le ministre nous reparlera de France Travail pour essayer de simplifier les guichets d'accès de tout le monde. Donc là, ces gens-là, il faut en général les aider, les accompagner pour qu'ils s'insèrent dans un projet professionnel. Il faut les former. Et quand on dit les former, il ne faut pas simplement les former sur ce que souvent on appelle les hard skills, c'est sur les compétences, mais il faut aussi les former sur du comportement, sur des sujets aussi basiques que d'aller tous les jours donc au travail, parce qu'ils n'ont pas ces bases-là. Donc ça, c'est le travail qu'il faut qu'on fasse tous, moi j'en suis persuadé, entre les acteurs privés, les acteurs publics, pour qu'on soit capable de faire ça. Et d'ailleurs, si on veut aller pour répondre à la demande de ce qui est celle des entreprises, eh ben justement, il faut qu'on soit capable d'aller chercher ces gens-là. Ça répond à un besoin économique et ça répond également à un besoin social. Voilà. Donc nous, on a fait le choix de s'investir sur ce sujet. Ouais, il se fait que l'anecdote veut qu'aujourd'hui, nous annonçons l'acquisition d'une société qui fait 450 personnes, qui travaille avec les acteurs publics de l'emploi pour aller justement sortir un certain nombre de personnes de la difficulté et qu'ensuite, nous, on soit capable, au travers de nos équipes, de pouvoir les repositionner chez nos clients et accélérer tout ce mouvement pour aller chercher ceux qui sont le plus loin de l'emploi et qui, encore une fois, si nous ne sommes pas capables tous collectivement de les accompagner, c'est pas parce qu'on le serrera éventuellement, pardonnez-moi d'utiliser cette expression, la vis sur l'aspect financier,
qui trouveront leur voie. Donc ceux-là, il faut absolument être capable de les accompagner. Merci beaucoup Alain Roumillac, merci à vous. On peut l'applaudir, merci. On continue avec vous, Tariq. Tariq, vous allez nous expliquer avec votre vision, hein, donc, par rapport à ce qui se passe dans votre pays, la Tunisie. Est-ce que vous rencontrez les mêmes problèmes par rapport à ce qu'on peut vivre en France et quelles seraient vos solutions? Oui, merci beaucoup. En Tunisie, bien sûr, il y a un peu les mêmes problèmes, mais pas tout à fait, parce que nous avons vécu tous le Covid. Et avec le Covid et après le Covid, il y a quand même un changement dans les attitudes et dans la façon où les gens veulent travailler. Donc il y a un certain nombre de secteurs où il y a un manque de personnel aujourd'hui, notamment comme on le vit en France et on le voit en France au niveau santé, tout ce qui est système de santé aujourd'hui, il y a un manque flagrant de personnes. Mais ces personnes, en plus, émigré en Europe, beaucoup plus que changer de métier en Tunisie. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qu'il faut peut-être voir entre les différents pays méditerranéens et l'Europe, parce qu'il y a sûrement une formation et un travail à faire à ce niveau. Sinon, bien sûr, au niveau des emplois, tout ce qui est emploi primaire, les gens travaillent, il n'y a pas de souci, mais là où il y a un grand problème, c'est au niveau des cadres. Les cadres, il n'y a pas suffisamment d'investissement, donc il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui engagent ces personnes. Et je pense là aussi, et j'espère que tout à l'heure on aura l'occasion d'en parler, il y a une coopération qui doit se faire entre les pays méditerranéens et l'Europe. Parce que quand on voit ce qui se passe au niveau des États-Unis, il y a eu tout un développement de la région États-Unis avec le Mexique et les autres pays, quand on voit la Chine également, et je pense que l'Europe a tout intérêt à ce qu'il y ait une coopération avec la Méditerranée, avec l'Afrique, où il y a un potentiel humain très important, et je pense si on ne crée pas des circuits de formation entre l'Europe et l'Afrique et les pays de la Méditerranée, le risque, tout à l'heure Madame Lagarde parler de ce sujet, il va y avoir des mouvements de migration absolument incroyables. Il ne faut jamais oublier les changements climatiques qui se passent, il ne faut jamais oublier le stress hydrique qu'il y a en Afrique, et je pense qu'on a tout intérêt à cadrer tout cela pour qu'il n'y ait pas demain des vagues de migration qui ne soient pas contrôlées et qui ne soient pas utiles. Moi, je pense, in fine, ce que nous cherchons tous dans nos différents pays, c'est bien sûr employer, c'est d'avoir le plein emploi, mais c'est surtout créer de la croissance, créer de la valeur. Et je pense que le continent africain a toutes les chances de pouvoir le faire avec l'Europe si on met les circuits nécessaires pour former, préparer, éduquer, faire l'apprentissage et préparer les créneaux et les métiers où les uns et les autres ont besoin d'une coopération. Oui, quand vous dites qu'on cherche tous la croissance, parfois certains parlent un peu d'autre chose aussi, hein, de décroissance. C'est un mot qu'on entend aussi relativement souvent. Mais effectivement, par rapport à cette recherche d'emploi et puis notamment par rapport à la dépense publique, la croissance Madame, est un quand moyen je vois quand même ce de qui se faire passe rentrer au niveau des recettes. aéroports aujourd'hui, je suis quand même interpellé. Les compagnies sont en train de déprogrammer des vols parce qu'il y a un manque de personnel. Je pense que ce manque de personnel, il faut peut-être l'étudier en dehors des cadres, pas uniquement européens, il faut voir peut-être au niveau de la région, pourquoi pas. Et ça ne peut qu'être utile et intéressant pour tous les pays. Merci beaucoup, merci Tarak Cherif, merci de l'applaudir. On va terminer ce premier tour de table avec vous, Inigo Fernandez de Mesa. Donc, par rapport à votre pays, comment ça se passe chez vous? Racontez-nous. Merci infiniment de me donner la parole. Je suis le seul à parler anglais. Beaucoup de sujets ont été évoqués. Alors c'est quoi le plein emploi? Et je pense que nous sommes d'accord sur le fait que
Le plein emploi, c'est quand tout le monde travaille. Mais il y a des mutations au sein du marché du travail. Moi, je vais vous parler de l'Espagne. Nous avons un taux de chômage de 13%, mais il est pratiquement impossible de trouver un chauffeur, un serveur, et parfois, il est même difficile de trouver un spécialiste de certains emplois, des techniciens, des architectes et consorts. Donc, il y a une pénurie d'emplois. Avant la Covid, nous étions inquiets de cette situation. La capacité de l'économie à recouvrer les emplois perdus en raison de la Covid. Mais il y a un taux de chômage élevé. Il y a un manque d'emplois qualifiés, un manque d'emplois non qualifiés. En Espagne, en Europe, il y a des changements, des mutations sur le marché du travail. Il nous faut explorer tout cela. Et je pense que cela prendra du temps pour que nous puissions bien évaluer la situation. Alors, en Espagne, et c'est une situation qui s'applique à d'autres pays, en Europe, il y a des enjeux structurels qui ont un impact sur le marché du travail. Par exemple, nous avons des sociétés qui vieillissent, beaucoup de personnes prennent leur retraite, il y a des personnes qui quittent certains emplois dans le secteur agricole, dans le secteur de la pêche, dans le secteur minier. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus travailler dans ces secteurs et en fait il y a des postes à pourvoir. Il y a aussi un décalage entre ce que recherchent les entreprises et ce que peuvent fournir les demandeurs d'emploi. Il faut travailler sur l'enseignement, sur l'instruction, il faut mieux former les personnes, il faut essayer d'établir un lien entre ce que veulent les entreprises et les desiderata des demandeurs d'emploi. Donc, on parle d'apprentissage, d'éducation à vie. Mais beaucoup d'emplois vont disparaître. Il y aura de nouveaux emplois qui vont émerger. On parle d'apprentissage, d'instruction tout au long de la vie. C'est un des objectifs que nous devons poursuivre. Alors, il y a d'autres raisons à évoquer. Alors, l'arrêt de l'immigration a eu un impact. Il y a beaucoup de rigidité sur le marché du travail aussi. S'agissant de l'Espagne, il est important d'avoir de la mobilité géographique. Il y a des problèmes de logement, la mobilité est très faible et il faut améliorer la situation en la matière. Il y a un autre aspect des choses qui a été évoqué. S'agissant de l'Espagne, je dirais que nous avons un système d'avantages qui est généreux. Il faut redéfinir ce système parce que il faut que les gens aient le désir de trouver un emploi plutôt que de rester chez eux, notamment dans les régions rurales où le coût de la vie est meilleur marché et le système de subvention est beaucoup plus généreux. Donc il faut mieux comprendre la situation. Il y a des tendances qui changent et des mutations se sont accélérées en raison de la pandémie. Et je pense que c'est l'un des aspects des choses que nous devons explorer. Merci, merci infiniment Inigo. Alors, merci pour vos questions. Certaines sont en train d'arriver. Juste pour débattre entre vous, on vous a, Monsieur le Ministre, finalement interpellé à la fois vos deux voisins sur cette problématique de ce chômage structurel et du fait que certaines personnes ont intérêt parfois à plutôt rester au chômage qu'à travailler. Alors ça, c'est une situation... Effectivement, on a un système de protection sociale extraordinaire, vous l'avez dit, des meilleurs d'Europe. Mais que faire quand même pour inciter ce retour à l'emploi ? Je pense qu'il faut d'abord veiller à valoriser les revenus du travail. C'est ce que nous essayons de faire, mais ça rencontre désormais des limites. Des limites parce que, Jean-François Copé l'a dit, le système d'exonération de cotisation arrive au bout, avec les allègements généraux d'IFION, avec les allègements complémentaires que nous avons votés lors de la transformation du CICE en allègement pérenne. Nous arrivons jusqu'à 1,6 SMIC avec des allègements qui ne peuvent guère aller plus loin, sauf à toucher à la CSG ou à la CRDS, qui n'est pas tout à fait possible. Et pour le coup, là, l'ancien ministre du Budget et des Comptes Publics que je suis ne trouverait pas ça très légitime ni très opportun. Donc nous devons continuer à le faire. Et dans un premier temps, ce que nous allons faire, mais à court terme, c'est veiller que les revalorisations de minima sociaux auxquelles nous allons
procédé au cours de l'été, en même temps que les retraites, soit accompagné aussi d'une revalorisation de la prime d'activité pour veiller à ce que l'écart à minima reste toujours le même entre les revenus d'activité et les minima. Puis il y a un autre volet, et ce volet est peut-être plus rapide à mettre en œuvre, qui est un volet d'incitation ou de sanction parfois à la reprise d'activité. La sanction, c'est ce que nous avons fait avec la réforme de l'assurance chômage. C'est une réforme qui a été difficile à mettre en œuvre, mais qui aujourd'hui est en vigueur avec un décret de carence qui permet aux règles d'indemnisation d'être appliquées jusqu'au 1er novembre, et nous devrons trouver les voies et les moyens pour que ces règles soient à minima reconduites, sachant que le décret de carence ne peut pas aller au-delà du 1er novembre, donc c'est un débat de rentrée qui risque d'être peut-être un peu compliqué, mais qu'il faut tenir, parce que si nous revenons en arrière sur la réforme de l'assurance chômage, nous perdons tout le bénéfice justement de cette incitation et de la lutte contre des modes de permittence qui pouvaient être utilisés. Et la deuxième chose, c'est un désengagement pris par le président de la République pendant la campagne, qui a parfois été caricaturé sous l'angle du travail obligatoire en contrepartie du RSA. La réalité est un peu différente, et le président l'a rappelé lorsqu'il était encore candidat. D'abord, le RSA est un droit inconditionnel, et c'est un droit qui est attribué ou dont vous bénéficiez en fonction de vos revenus. Donc ça ne change pas. Par contre, une fois l'accès au droit garanti, l'inconditionnalité du droit garanti, la question se pose de la réinsertion. Et elle se pose à la fois d'un point de vue économique, parce qu'il y a des tensions de recrutement, parce qu'il y a des dépenses publiques qu'il faut maîtriser et qu'il n'est pas acceptable que tel ou tel puisse considérer les minima sociaux comme un mode de vie aux dépens du reste de la société. Mais elle se pose aussi parce que derrière cette question du retour à l'emploi, il y a la question d'une forme d'hypocrisie. Le chômage structurel que nous avons connu pendant des années a finalement amené une partie de la classe politique à considérer que l'octroi du RSA à tel ou tel individu faisait que la société serait quitte en termes d'insertion et de dignité humaine. Le RSA, ça n'est ni l'émancipation, ni l'autonomie, ni la dignité. C'est au mieux une trappe à pauvreté et au pire un accompagnement d'activités qui ne sont pas déclarées. Et donc notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les bénéficiaires du RSA le soient le moins longtemps possible. Et pour ça, il faut offrir une politique d'insertion sur tout le territoire et une politique qui soit à un niveau correct, tant en termes d'offres que d'efficacité, pour accompagner vers l'emploi. Et s'il n'y a pas d'acceptation de l'insertion proposée ou de l'activité d'insertion, dans ce cas-là, le RSA peut être suspendu. C'est la loi, mais il faut l'appliquer et il faut la généraliser. Et donc c'est ce à quoi nous allons nous attaquer. Et ça implique que nous puissions travailler avec tous, à la fois les collectivités locales, parce que les compétences de formation et d'insertion sont souvent attribuées aux collectivités, avec un opérateur comme Pôle emploi, et avec l'ensemble des opérateurs et des acteurs privés, vous en êtes un, qui peut nous accompagner, et pas n'importe lequel, qui peut nous accompagner pour faire du placement, pour répondre aussi aux besoins de recrutement et permettre à celles et ceux qui se sont éloignés du travail d'y retourner, en tout cas d'en retrouver le chemin. Et France Travail, je termine par ce seul mot, France Travail, les paramètres aujourd'hui ne sont pas fixés et nous devons avoir ce débat, c'est la volonté que la coordination soit totale et que l'interlocuteur soit unique pour le demandeur d'emploi comme pour celui qui recrute. Il y a plein d'hypothèses, la plus maximaliste c'est la création d'un nouvel établissement public qui fusionnerait tout en tout, ça peut prendre un petit peu de temps. Il y a une deuxième hypothèse radicalement opposée qui consiste à d'abord travailler le front office et donc l'accueil du demandeur, l'orientation, le diagnostic, et ensuite d'améliorer la coordination des acteurs publics et privés. Ça prend un peu moins de temps. Et donc vous devinez quelle est l'hypothèse qui me paraît la plus pratique, ou la plus praticable en tout cas dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, c'est cette volonté d'avoir cet interlocuteur unique et d'associer toutes celles et ceux qui peuvent nous aider à réduire le nombre de personnes éloignées de l'emploi trop durablement. Jean-François Copé, oui, quelle est votre réaction par rapport justement à ces pistes d'action? Est-ce que ça va assez vite? Enfin, assez vite. On va autant qu'on le peut, parce que c'est des sujets qui sont lourds. Moi, j'ai une inquiétude, mais encore une fois, je ne demande pas mieux que de l'avoir levée, mais j'ai une vraie inquiétude. C'est que j'ai le sentiment qu'on va aller très vite dans les aides et un peu moins dans les contreparties. Et objectivement, je pense que nous n'avons plus les moyens de décaler ces contreparties. Parce qu'en réalité, la contrepartie, ce n'est pas simplement une annonce ministérielle, aussi crédible et puissante soit-elle. C'est sa mise en œuvre sur le terrain. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on est très allant pour distribuer les aides et que dès qu'il s'agit de contrepartie, on est tout de suite plus prudent parce qu'on ne veut pas d'ennui. Et a fortiori, dans un contexte politique que nous connaissons, avec quand même deux blocs, d'extrême droite et d'extrême gauche, qui sont quand même très puissants aujourd'hui, dont la nature va être plutôt d'empêcher les choses de se faire. Et ça, c'est un risque réel par rapport à la situation. Et j'ajoute à ça un deuxième problème, c'est que je pense qu'on doit maintenant mettre les pieds dans le plat par métier et par situation individuelle.
parce qu'en réalité, on se rend compte que parler d'emploi de manière globale, c'est sympa pour une émission de télévision, mais ça ne répond absolument pas aux réalités. Nous avons des secteurs entiers qui sont totalement pénuriques, et pas seulement des secteurs très qualifiés. On a évidemment le numérique, qui est un domaine dans lequel il y a énormément à faire et dans lequel on sait qu'on a du mal à recruter, et on a, comme d'ailleurs dans le développement durable, et on a aussi l'hôtellerie-restauration, qui sont des secteurs dont on dit qu'ils ont peu d'avenir, mais enfin on a déjà du mal à embaucher aujourd'hui. Donc on voit bien, pour prendre ces deux exemples, on a des rendez-vous très durs à honorer. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que je me dis, on parle de formation professionnelle, super, on parle d'apprentissage, très bien, on oublie un peu que, en fait, dès l'école, il y a un certain nombre de choses à dire aux jeunes sur ce que ça veut dire travailler dans une société postmoderne. Et ce discours-là, il est très absent du discours public. Je veux pour cela donner un point d'illustration. On parle beaucoup de donner du sens au travail. Et moi, je suis assez sensible à cette approche. Je pense qu'elle est assez cohérente. On n'est plus à l'époque de la lutte des classes. Les temps ont un peu changé, donc il n'y a pas le méchant patron et le travailleur exploité. Enfin, je sais que ça, c'est encore un peu à la mode, mais c'est plus tout à fait le sujet. Le sujet, c'est que vous avez beaucoup de gens qui, naturellement, disent « mais pourquoi je fais tout ça hein ?» Et le mouvement est parti des États-Unis et c'est assez révélateur. Je pense que l'idée de réinventer demain, et c'est très absent du discours, l'intéressement et la participation en disant « non, mais tu vas participer aux résultats de l'entreprise ». Mettre en avant l'idée « tu vas faire carrière », qui est un discours qui est assez absent aujourd'hui. L'idée de dire « voilà ce que tu vas apprendre en travaillant ». Voilà les gens que tu vas rencontrer, y compris si on développe un peu de télétravail. C'est déjà plus le même discours que le discours strictement quantitatif. Et donc je pense que ça, c'est aujourd'hui assez absent du discours politique. Et si vous mêlez ce point-là avec le fait qu'on va encore distribuer beaucoup et qu'on promet qu'on va serrer un peu les boulons, mais qu'on ne sait pas trop quand ni comment, je redoute que finalement, vu la lourdeur des choses, vu le fait que quand on est un responsable politique et qu'on en prend plein la figure toute la journée, au bout d'un certain nombre d'années, ça fatigue. Et objectivement, là, ça va faire la 5e année, donc ça fatigue forcément, et qu'on n'a plus envie de s'embêter. Il y a même un autre mot qu'on peut employer quand on n'est pas au micro. Eh ben, on a un peu tendance à lâcher l'affaire et à ne se contenter que des bonnes nouvelles. Et c'est là qu'on rentre dans une spirale infernale. Alors, réponse, oui. Je crois que vous vouliez rajouter quelque chose, Elena, oui. Je veux juste dire un petit mot, rebondir seulement sur une question, c'est-à-dire que je pense que là, on a vu qu'il y a un problème généralisé des entreprises qui ont du mal à recruter et que ça se passe aussi en Tunisie où je pense que les systèmes de protection sociale, si je peux me permettre, est beaucoup moins développé qu'en Europe. Donc je crois, parce que moi je suis spécialiste des micro-appliqués, mais aussi de l'économie de la famille, de l'économie des ménages, et je pense qu'avec la Covid, les ménages ont été fortement touchés, quelque chose a changé dans la façon de vivre, justement, c'est sa quête de sens. Donc, il est difficile je ne pense pas que c'est, peut-être je me trompe, à mon avis, c'est pas, je pense que côté secteur public, il y a eu déjà énormément de réformes. Les entreprises ont eu des subventions pour embaucher tout en bas de l'échelle, les subventions pour les baisses des charges sous les bas salaires. Je pense que là, c'est une question de aussi profilage des jobs. Donc, il faut que les entreprises se posent aussi la question, est-ce que notre jobs sont attirants ? Est-ce que c'est un job où les gens vont dire justement, là je peux faire ma carrière? Ça veut dire, même si c'est un job tout simple, mais si on l'affiche de façon où les travailleurs vont se sentir responsables de quelque chose, fiers de son entreprise, fiers de ce qu'il fait, je pense qu'il y a aussi une question de DRH qui doivent prendre conscience du fait que les gens, mais non, pour eux, l'essence a changé, l'essence de la vie, l'essence du travail, parce qu'ils ont eu des années de crise où ils ont vu que beaucoup de choses ont perdu de sens. Donc je pense qu'il y a aussi ces côtés, si je peux me permettre, ce n'est pas qu'une question de... Je pense que beaucoup de réformes ont déjà été faites, mais non, c'est aussi à s'interroger sur vraiment les liens entre les entreprises, beaucoup plus de communication entre les entreprises et les écoles. Qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes? Comment rendre aussi les jobs intéressants pour les jeunes, qui veut dire, je vais avoir ma carrière dans cette entreprise et pas c'est un petit boulot des 3 mois, après qu'est-ce que je ferai? Alors, c'est vrai que ce qu'ils veulent, les jeunes, c'est souvent trouver un boulot. Ils sont souvent trimballés, si on peut dire, de stage en stage aujourd'hui. Hein. C'est un peu le problème des jeunes. Il y a des problèmes finalement au debout de l'échelle, à la fois pour les jeunes et puis pour les seniors. Vous voulez nous parler de la réforme des retraites, mais les seniors qui doivent travailler plus longtemps, mais que souvent, à qui on dit à l'approche de la soixantaine, partez de la boîte. Le travail des seniors et l'aménagement des fins de carrière, c'est certainement un des enjeux, une des conditions d'acceptabilité
et d'efficacité même, plus que d'acceptabilité de la réforme des retraites. Et c'est aussi un enjeu sur lequel l'ensemble des partenaires sociaux, organisations syndicales et professionnelles souhaitent travailler. Donc allons-y. Allons-y et faisons-le jusqu'au bout, tant sur le travail des seniors que sur la pénibilité d'ailleurs. Je voulais aussi rebondir sur ce que disait Jean-François Copé, pour lui dire d'abord qu'au bout de 5 ans, je ne suis pas fatigué et que je suis bien déterminé à aller au bout de ces réformes-là et que nous sommes déterminés à appliquer l'ensemble des règles qui sont à notre main. Sur l'assurance chômage, c'est le cas. Sur la question de la réforme de l'insertion, nous allons le faire. Nous ne le ferons pas seuls. Nous le ferons d'abord, et au moins dans un premier temps, avec un certain nombre de partenaires publics, je pense aux collectivités. Aujourd'hui, ceux qui ont la main pour suspendre, par exemple, une allocation RSA quand il n'y a pas respect des engagements, ce n'est pas l'État, ce sont les conseils départementaux dans le cadre des compétences qui sont les leurs, et donc il faut aussi qu'on puisse aligner ces politiques-là. Et nous le ferons aussi avec les partenaires sociaux pour ce qui concerne la revalorisation des revenus du travail, parce que était évoqué tout à l'heure les questions de revalorisation d'aide par rapport aux questions de revalorisation des revenus du travail. J'ai réuni hier le comité de suivi des négociations salariales par branche, parce que chaque revalorisation automatique du SMIC a des conséquences pour les branches dont les paliers peuvent passer sous le niveau du SMIC et ça entraîne des obligations de négociation. Mais il y a des chiffres qui sont ressortis et qui étaient extrêmement intéressants. Le SMIC, parce qu'il y a un mécanisme de revalorisation automatique, a augmenté de 5,9% à un an. Les salaires, de manière générale, branche par branche, ont plutôt augmenté de 6% en un an, parce qu'il y a des pénuries de recrutement, parce qu'il y a de l'inflation. Et donc, ça entraîne cette augmentation salariale de manière presque mécanique, et au-delà de la mécanique, dans la discussion. Et dans le même temps, un certain nombre de décisions ont été prises, notamment par les partenaires sociaux. C'est l'UNEDIC qui a décidé, d'une certaine manière, de sous-indexer la revalorisation des allocations de chômage par rapport à l'inflation. Elle est quand même de 2,9%, ce qui est significatif pour les allocations de chômage. Mais je souligne ce chiffre parce que ça montre que si nous nous y mettons tous, à la fois État, collectivités, partenaires sociaux, cette capacité à creuser le différentiel entre des revenus sociaux et des revenus du travail, on peut aussi y arriver, et pas seulement en agissant seul. Donc il faut pouvoir aussi tenir chacun de ces leviers, mais ça implique un travail très très collectif et de grande coordination. Alain Roumillac, je crois que vous voulez rajouter quelque chose, et puis après on va ouvrir les questions. Je vois les mains qui se lèvent. Si on peut avoir un micro pour les personnes qui veulent poser des questions dans la salle. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'une grande partie aussi de la solution est du côté des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on voit bien d'ailleurs dans chaque secteur, vous avez des entreprises qui sont beaucoup plus attractives que d'autres et qui réussissent à avoir moins de problèmes de recrutement, ou certaines presque peu de problèmes de recrutement, parce qu'elles ont intégré un certain nombre de nouvelles donnes. Vous l'avez évoqué, la notion de qualité de vie au travail, accélérée par le Covid. Moi, je crois pas que ce soit... Je pense que c'était une tendance qui était là avant, donc c'est bien sûr le sujet de l'hôtellerie-restauration, mais pas que. Donc, qualité de vie au travail, le télétravail, toutes ces choses-là. C'est le sens que je donne à mon emploi et c'est la fierté que j'ai d'être dans cette entreprise. Quel est son engagement environnemental? Quel est son engagement sociétal? Quelle est sa gouvernance? Voilà. Donc, autant de sujets où, si les entreprises veulent être capables d'attirer les talents dont elles ont besoin, il faut qu'elles s'en emparent. Certaines se sont emparées et ont beaucoup moins de problèmes que d'autres. Et dernier sujet concernant les entreprises, ça ne sert à rien de s'énerver sur un certain nombre de sujets. Il manque des compétences structurellement sur un certain nombre de métiers. Donc, soit elles n'existent pas, soit vous les paierez beaucoup plus cher que ce que vous voudriez faire. Donc, il faut former, il faut s'ouvrir à de nouvelles populations, ce qui est d'ailleurs, à mon sens, un vecteur d'insertion, pas plus facilement dans ces conditions-là, vers des personnes en situation de handicap ou des personnes de minorité. Voilà, donc les entreprises ont aussi leurs responsabilités et on voit bien qu'il y en a qui réussissent mieux que d'autres. Donc c'est aussi toute cette évangélisation qu'il faut qu'on fasse. Inigo, vous voulez rajouter quelque chose? Yes. Oui, très rapidement, juste pour changer un petit peu cette question. En Europe, nous avons besoin de plus d'entrepreneurs. Nous pénalisons les nouveaux entrepreneurs en Europe. L'imposition est très élevée pour les nouvelles sociétés qui sont créées et probablement nous surrégulons. Et in fine, il faut se rappeler que ce sont les entrepreneurs qui créent les emplois. Et il faut qu'on trouve
une taxation plus efficace pour le promouvoir et pour avoir une gestion plus efficace afin de permettre une situation plus accueillante au niveau fiscal pour les sociétés. En principe. On vous écoute. Voilà. Oui. Je voudrais revenir au thème le plein emploi, atteindre le plein emploi. Malgré les fortes chaleurs, on pourrait peut-être être plus ambitieux et tenter d'atteindre un plein emploi de qualité. Ne pas se contenter d'indicateurs quantitatifs, avoir un emploi ou non. Il s'agit d'un emploi stable, bien rémunéré et reconnu. Et je crois que là, on met la barre un petit peu plus haut. On aurait une exigence. Et on aurait une exigence et on a une urgence. C'est-à-dire que nous ne sommes pas si près du plein emploi aujourd'hui. Et surtout de ce plein emploi de qualité. Et Monsieur Copé, je vous rejoins, Monsieur Copé. Vous avez raison de dire surveillons la destination de l'argent public. Oui, c'est vrai. Il y a eu des milliards et des milliards qui ont été déversés au profit des entreprises sans beaucoup de conditions et effectivement sans beaucoup de résultats. Et là, on aurait veillé, on aurait apprécié qu'il y ait un contrôle beaucoup plus strict. Alors, peut-être des solutions. Eh bien, je pense que quand même, on pourrait aborder des débats qui jusqu'alors étaient interdits. Mais pourquoi pas? Les secteurs pénuriques, Monsieur Copé, ce sont les services publics. Donc, employons, il y a des gisements d'emploi considérables pour satisfaire des besoins collectifs aujourd'hui. Et enfin, on pourrait peut-être aussi envisager, et je rejoins Monsieur le ministre, quand j'ai retenu son expression, travailler plus collectivement, ce qui ne veut pas dire individuellement, et ça veut dire le partage du travail. Est-ce que c'est un mot qui est à ce point insultant aujourd'hui? Moi, il me semble quand même, et on sait très bien que pour les problèmes de financement, on peut très bien les arranger. On a suffisamment d'argent, effectivement, qui ont été accordés de façon non conditionnelle, et on a aussi l'argent passif du chômage. Et là, je crois qu'on pourrait parvenir à ce plein emploi de qualité, et de façon très urgente, et surtout, la croissance miracle n'est pas au rendez-vous, on le sait, la productivité quand même n'est pas si faible, et la croissance forte nous est interdite pour des raisons environnementales. Merci pour votre remarque, ce n'est pas vraiment une question, merci. Alors voilà, monsieur, est-ce que vous pouvez prendre le micro? Il y a du main devant, voilà, merci de apporter le micro, s'il vous plaît. Oui, juste un petit mot, moi je voudrais dire à monsieur Copé, j'ai votre âge, on a le même âge, et ça fait 30 ans que vous dites qu'il y a des chômeurs qui continuent à tirer sur la sécu, tout ça. Il faut arrêter avec ça, parce que les gens, ils ont envie d'acheter une maison, de louer un appartement, de se marier, de faire 2 gamins, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Et je crois que le RSA, c'est pas du tout une émancipation de l'individu. C'est terrible, 500 ou 600 euros par mois, c'est catastrophique. Il faut arrêter de dire que les gens s'installent là-dedans. Ensuite, un petit mot à M. Dussopt. Vraiment, j'ai apprécié votre discours. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous réarmiez certains services comme la médecine du travail, l'inspection du travail, les bilans de compétences, tout ça, ça a disparu. Je ne sais pas pourquoi. C'était vachement utile. Dans ma vie professionnelle, je l'ai utilisé pendant 20 ans. Donc, remettre en marche tout plein de dispositifs qui existaient et ça faciliterait vraiment le plein emploi. Merci pour vos remarques. On a une question devant aussi. Jean-Luc Mélenchon, si tu nous écoutes. Merci. Oui, merci. Merci. Je vais pas faire un débat avec vous, je vais juste vous poser 2 questions. La première, le plein emploi, c'est aussi l'apprentissage qui conduit à l'emploi. Le gouvernement a eu une formidable réussite sur l'apprentissage. Aujourd'hui, et je suis président de 2 écoles, donc une de commerce et d'ingénieurs, on apprend que France Compétences a 4 milliards de déficit et qu'il y aura des 5, donc qu'il y aura des coupes. Et nous, dans nos écoles, on est déjà, pour les prochaines rentrées, en train de faire des scénarios pour diminuer l'apprentissage parce qu'on pense qu'on n'aura pas les élèves pour l'apprentissage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur l'équilibre plein-emploi. Plein-emploi et qualité de vie au travail et qualité des emplois et donc rémunération. Aucun problème du point de vue du patronat pour augmenter les salaires, à condition qu'on soit capable d'augmenter la productivité. On nous a souvent reproché d'avoir augmenté les salaires sans avoir augmenté la productivité, puis il faut continuer à baisser les charges, en particulier les impôts de production, et je crois que c'est le président de la République a pris un engagement en ce sens. Et puis un témoignage, et je m'arrêterai là. Vous savez que je préside l'AGS, qui est l'association qui garantit les salaires. Aujourd'hui, on voit une montée de plus de 30% des défaillances d'entreprises. On va payer là plus 20% par rapport à l'année dernière en termes de contribution. Et on va être amené à payer certainement 1 milliard
je pense, cette année, de soutien au salaire. Donc c'est un formidable amortisseur social. Je voulais vous dire, Monsieur le Ministre, qu'on sera à vos côtés parce qu'on voit augmenter effectivement les défaillances d'entreprises. C'est un système purement patronal, on peut quand même le souligner, qui ne coûte rien aux salariés, qui ne coûte rien à l'État, qui est bâti uniquement sur les cotisations patronales de 0,15. Et on sera là pour soutenir les salariés qui sont en difficulté dans cette période et on sera à vos côtés. Voilà. Une autre question juste devant, à gauche. Bon, après donc. Allez-y rapidement parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps malheureusement. Bonjour mesdames, messieurs. Tout en vous remerciant pour la qualité de vos exposés, j'avais une question pour madame la professeure et monsieur le ministre. Au lendemain de la révolution industrielle, les machines ont remplacé nos muscles. Aujourd'hui, ce sont des algorithmes qui remplacent nos cerveaux. C'est bien qu'il y a des algorithmes tels que machine learning ou bien le deep learning qui apprennent à coder par eux-mêmes, à se former par eux-mêmes, à apprendre par eux-mêmes. Est-ce qu'à terme, au lieu qu'il y ait un plein emploi, il y aura un zéro emploi, tel qu'on peut le voir aujourd'hui dans des métiers tels que comptable, journaliste également et trader dans pas mal de temps? Bon, ces défis de nouvelles technologies qui détruisent les emplois, c'était une thématique, donc on en a parlé aussi dans la séance juste avant la nôtre, et je pense que la conclusion, c'est que les progrès technologiques ne vont pas nous empêcher de travailler demain. C'est vrai qu'il faut quand même suivre tout ce qui se passe. Donc, par exemple, le télétravail, c'était un défi dans certains pays européens comme la Roumanie où les gens n'avaient pas d'ordinateur chez eux et donc ça a été très compliqué. Mais dans un pays comme la France où je pense que tout le monde, même les personnes les plus âgées, ont une formation, des compétences informatiques, je ne vois pas aujourd'hui, je vois des robots qui avancent un peu dans le supermarché, tout ça. Mais bon, je n'ai pas eu l'impression que ça met à risque les marchés de l'emploi du futur. Puis, je ne sais pas si vous avez notre avis. Alors, un élément de réponse, Monsieur le Ministre, et puis après on va être obligé bientôt de conclure la table ronde. Peut-être une toute dernière question ici, parce que Monsieur a levé la main plusieurs fois. Simplement dire, même faire écho à ce que dit Madame, que je ne crois pas à une société sans travail, que le travail soit différent, qu'il évolue avec les évolutions, le progrès technique, oui, mais je ne crois pas à une société sans travail. C'est un facteur d'évolution, d'émancipation, de dignité, et vraiment pour moi c'est quelque chose de totalement ancré. Je n'imagine même pas une seconde que nous soyons tous sans travailler. Donc on verra comment on travaille, mais on travaillera. Juste faire écho à ce qu'a dit Christian Nibourel. D'abord, merci pour les mots sur l'AGS. C'est vrai que c'est un système utile. Et peut-être, pardon Christian, mais juste relativiser aussi les chiffres. Il y a une augmentation du nombre de défaillances, c'est une évidence, par rapport à l'an dernier et par rapport à 2020. Mais nous savons aussi tous que le niveau de défaillance de ces 2 années était extrêmement bas, dans la mesure où les systèmes de protection que nous avons mis en place collectivement ont évité à des entreprises des défaillances et même à des entreprises qui auraient dû connaître la défaillance et qui ont échappé du fait du niveau d'intervention de la sphère publique dans l'économie. Et sur l'apprentissage, je partage. France Compétences est une super machine. C'est un succès quantitatif. L'objectif, c'est 1 million d'apprentis. Il y a quelques réglages à faire. Et là, Jean-François Copé le disait, je reste toujours un peu ministre du budget dans ma tête. Une super machine qui a un déficit de 5 milliards d'euros, c'est une belle machine, mais ce n'est pas une machine qui va très loin. Et donc, il y a quelques ajustements, et on a commencé à le faire, d'ailleurs, avec le soutien de beaucoup des partenaires sociaux dans le MEDEF, pour réguler le niveau de prise en charge et trouver des marges. Là, on peut avoir des marges sans remettre en cause l'appareil de formation en apprentissage. Une toute dernière question, très rapidement, malheureusement, parce qu'on est arrivé au terme de notre session. Simplement, je souhaitais revenir un peu sur ce qui s'est dit tout au long de ce débat. Et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté de 2 principaux thèmes autour de l'emploi. Donc, comment atteindre le plein emploi, qui était le sujet de cette session, et après, autour du sens du travail. Mais en fait, je souhaitais simplement revenir beaucoup plus en arrière. Et d'ailleurs, la transition était toute faite, mais pourquoi, en fait, aujourd'hui, à l'heure où beaucoup de pays, de villes, etc., se posent la question de revenu universel, qu'on a ces sujets environnementaux, donc sans parler de destruction totale du travail, parce que je pense que c'est vraiment pas des valeurs que je souhaite défendre, mais pourquoi inciter de façon active en durcissant, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, dans votre 3e mesure, les sujets pour l'insertion, en professionnalisant les enseignements, alors qu'aujourd'hui on constate des carences dans la théorie qui sont monstrueuses dans l'enseignement primaire et supérieur en France. Donc je voulais savoir en fait pourquoi cet objectif de atteindre le plein emploi était aujourd'hui toujours un objectif clé, majeur, qui est au centre de toutes les discussions de gouvernement.
Alors, un mot de conclusion, ce sera le dernier mot. Pour produire, tout simplement. Peut-être que c'est un désaccord qu'on aura l'un et l'autre, mais nous ne sommes ni décroissants, ni réfractaires au progrès. Nous voulons produire et nous considérons que le rétablissement de nos comptes publics, la maîtrise et la consolidation et finalement la durabilité de nos comptes sociaux, tout ce que nous voulons mettre en place, ça nécessite de la production avec un principe très simple. C'est que pour redistribuer, il faut qu'il y ait de la richesse, et pour qu'il y ait de la richesse, il faut de la production. Vous dites pourquoi mettre l'accent sur le professionnel alors qu'on a des besoins théoriques? Parce que l'un n'empêche pas l'autre, tout simplement. Et pourquoi pas un revenu universel, si j'ai bien entendu votre question? Alors là, je vous le livre très spontanément. Il se trouve que j'ai une histoire politique, ça fait 20 ans que j'en fais. J'ai quitté le Parti socialiste à cause du revenu universel. Je ne crois pas une seconde à une société qui consiste à dire nous allons donner 800 € à quelqu'un et nous serons quittes. Ça n'existe pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est de permettre aux gens et aux uns et aux autres d'être autonomes, de s'émanciper. Et pour moi, le travail et les revenus du travail restent le meilleur outil d'émancipation. C'est pour ça. Donc c'est produire et émanciper. En 2 mots pour répondre très vite et ne pas me faire engueuler. Merci beaucoup. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci à tous. Merci pour vos questions.